Je m'appelle Jean-François Héliot, je suis photographe naturaliste. Je sillonne depuis longtemps l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Mais c'est ici, au cœur des étangs, que j'ai choisi de vivre. Je suis venu en Brenne pour la première fois dans les années 70. Ça m'a tout de suite séduit. La nature, les paysages, les oiseaux. Toute cette vie animale. C'était un vrai paradis, sauvage, beau, que très peu de gens connaissaient. J'étais étudiant à Tours, à 1 heure de là, et cette liberté, cet espace, avec tous ces animaux, c'était fantastique. Je m'y suis installé définitivement en 1980 et je n'ai jamais cessé d'observer et de photographier les oiseaux, la nature et son évolution, jusqu'à aujourd'hui. Mes premières visites en Brenne étaient en hiver. Entre 2 semaines de cours, je prenais de grands bols d'air frais, je sillonnais les étangs d'est en ouest. J'observais les troupes de canards, en quête d'espèces rares, celles qui venaient du Grand Nord, cachées au milieu des colverts, des milouins et des foulques. Je passais des journées entières à compter les oiseaux, espèce par espèce, l'œil rivé aux jumelles, les mains gelées. Mais quand un busard semait la panique, il fallait tout recommencer à zéro. Avec leurs simples ailes, ces migrateurs venaient de beaucoup plus loin que la plupart des rares ornithologues qui, comme moi, venaient les observer. Sur la mer Rouge, la Gabrière, les grands étangs de la région, je dénombrais des rassemblements de plusieurs milliers de canards, d'une dizaine d'espèces différentes. À vrai dire, nous étions très peu à nous intéresser aux oiseaux. À chaque comptage, j'avais l'impression de faire avancer la science. J'étais un découvreur, un explorateur. Un explorateur de flaques d'eau, bien sûr. Mais c'était important, car personne ne mesurait à quel point la région était riche en oiseaux d'eau. Ils trouvaient des solutions pour lutter contre le froid. Lorsque les étangs gelaient, ils se rapprochaient, se mélangeaient, toute espèce confondue. Ils patinaient sur la glace, puis rejoignaient l'eau, où leur mouvement l'empêchait de geler. Plus ils étaient nombreux, et plus ils parvenaient à entretenir ce qu'ici on appelle une chaudière, un espace d'eau libre où la glace ne prend pas.
Plus tard, venant du Danube, les grandes aigrettes sont arrivées. La Brenne leur plaisait, de toute évidence. Je les ai tout de suite adoptées, séduits par leur élégance, malgré leur voix rauque de poissonnière irritée. En quelques années, elles ont été des centaines. Elles rejoignaient au début de l'hiver les cohortes de hérons cendrés et quelques rares butors, puis repartaient au printemps vers leur est natal. Certains hivers, j'ai vu la Brenne se transformer en petite Sibérie. Moi, j'avais froid. Mais pour les animaux bloqués ici, cela devenait un enfer en quelques heures. J'avais peu de sympathie pour le ragondin, qui détruit les roselières et les herbiers. Cet envahisseur venu d'Amérique du Sud ne supportait pas les grands froids. Mais le martin-pêcheur est devenu ma mascotte. Lui aussi cherchait désespérément à survivre à l'hiver. Il souffrait du froid, mais c'était surtout la glace qui lui posait problème, en l'empêchant d'atteindre le poisson. Un de mes souvenirs les plus marquants de ces hivers, c'est le cri lancinant du plongeon brun. Il avait résonné un jour gris sur un étang gelé. C'était pour moi un oiseau mythique, le souffle insaisissable du Grand Nord, de la Scandinavie, de l'Islande, qui débarquait là, mystérieusement, en plein Berry, au milieu de la douce France. J'étais fasciné. La fin de l'été est un moment de fièvre autour des étangs.
Je me poste au pied d'un chêne et j'attends. Les trophées, le nombre de bois que les cerfs portent sur la tête, ça ne m'a jamais intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est la vie. Ces petits instants de nature avec d'autres animaux. De voir les biches et les cerfs jouer, courir. En Brenne, les cerfs viennent parfois au bord des étangs, en pleine lumière. Cela me permet de les observer longuement, à distance, sans les déranger, avec de la patience et de la chance aussi. J'assiste à des moments de grâce. Les jours de mauvais temps, les cerfs et les biches restent plus longtemps à découvert. Comme eux, je suis parfois trempé. Mais je suis avec eux, tranquille, hors du temps. J'ai l'impression de faire partie de la nature. L'essentiel du Brahme se passe surtout la nuit. J'aime que ce soit un monde étranger à l'homme. Que les animaux puissent vivre leur vie sans être dérangés. On devine à peine leur silhouette, sans toujours savoir ce que c'est.
Ces animaux d'ordinaire si discrets se montrent bruyamment à découvert. Ils sont très impressionnants, mais je n'ai jamais eu peur. Avec leur tête de caïd, les bois renversés, les yeux révulsés, les cerfs tentent de rassembler leur harde de biches. Mais quand une biche est décidée, elle parvient toujours à leur échapper. Le brame, c'est la grande voix de la nature sauvage. C'est un rendez-vous annuel, immuable, qui remonte très loin dans le temps, bien avant ma découverte de la région, bien avant même que l'homme ait façonné la Brenne et ses étangs. Au printemps, le martin-pêcheur s'installe chaque année sur un petit ruisseau derrière un étang. Il va de perchoir en perchoir, inspecte les unes après les autres les poches d'eau où il sait que se cachent les poissons. Un de mes sujets fétiches, ce sont les cistudes, ces petites tortues d'eau douce. Nulle part ailleurs, elles ne sont aussi nombreuses. J'ai appris à les connaître. Je les admire pour leur capacité de survie. Elles peuvent vivre presque un siècle. Elles ont côtoyé les dinosaures et sont restées quasiment inchangées depuis 200 millions d'années. Durant tout ce temps, elles ont survécu grâce à leur armure de carapace, d'écailles et de griffes.
Elles ont trouvé leur place dans les étangs de Brenne, près des oiseaux. Elles s'installent sur les perchoirs à l'abri du vent pour capter la chaleur du soleil. Elles passent l'essentiel de leur vie sous l'eau. Elles sont capables de rester 20 minutes au fond sans respirer. Elles se nourrissent de mollusques et de poissons morts. Au début du printemps, c'est la foire d'Empoigne. Les bagarres éclatent partout pour attraper une petite branche, pour s'approprier un bon poste. C'est que l'enjeu est de taille. Il s'agit de trouver le meilleur endroit pour construire le nid le plus solide possible. La première fois que je suis entré dans un étang avec mon affût pour photographier les animaux de près, j'ai eu l'impression d'entrer dans une cathédrale. Très vite, je me suis attaché à ses habitants. Les oiseaux n'étaient plus seulement des espèces. Ils devenaient des individus que j'arrivais à reconnaître un par un. Tous ces oiseaux, qui paraissent d'une liberté infinie quand on les voit passer dans le ciel, sont en fait soumis à des contraintes permanentes. Ils n'ont qu'un mois ou deux pour se reproduire. Le temps leur est compté.
mai et juin, au crépuscule, comme chaque année depuis la nuit des temps, la cistude quitte l'eau. J'ai appris à la pister en suivant ses traces dans la vase ou dans l'herbe écrasée. Elle rampe sur plusieurs centaines de mètres pour aller pondre. Poussée par un mouvement irrésistible, elle traverse la jungle de la prairie et rejoint sa place, une zone sableuse, sèche et ensoleillée, toujours la même. C'est un de mes moments favoris. Je suis allongé à côté de son nid, seul avec elle dans la nuit. Et j'ai le privilège d'assister à un événement intime et universel à la fois, le renouvellement de la vie. Les guifettes moustaques sont des petits oiseaux élégants qui pèsent à peine 100 grammes et traversent chaque année le Sahara pour venir chez nous. Elles ont une habileté unique en vol. Ce sont les seules que je connaisse qui soient capables de voler en marche arrière. Sous la finesse de leurs ailes démesurées se cache une force d'athlète. Agressé de tous bords, le grèbe à cou noir reste stoïque. Les oiseaux sont capables de se surpasser pour protéger le minuscule territoire de leur nid.
J'ai toujours cherché à éviter l'anthropomorphisme qui est mal vu des scientifiques. Mais à voir les parents de hérons se faire malmener par leurs petits, qui les forcent à régurgiter le poisson dont ils vont se nourrir, je ne peux m'empêcher de trouver que ces jeunes adolescents sont de vrais sauvages. Je me suis toujours plus intéressé aux oiseaux. Mais la biodiversité des étangs est d'une telle richesse qu'une vie ne suffit pas à en découvrir toute la variété. Ce sont parmi les milieux les plus productifs de la planète. La naissance des poussins est le grand moment du printemps des étangs. Toute l'existence des oiseaux se joue là. Se reproduire, élever les jeunes, préparer les générations futures. Mais ces petites boules de duvet, si fragiles et attachantes, sont à la merci des prédateurs et de la météo. Le dévouement de ces mères courage est impressionnant. De l'aube au crépuscule, elles enfournent inlassablement insectes, poissons et grenouilles dans des gosiers sans fond à la vitalité épuisante. La pouponnière bat son plein, avec chaque jour son lot de drames, petits et grands. Les canetons ratissent les dessous des feuilles de nénuphar. Emportés par la fougue de la jeunesse, ils en oublient leur famille, se perdent et cherchent partout une nounou de substitution.
Au cœur des étangs, reptiles et oiseaux se côtoient. Confrontée à l'énervement permanent des mouettes, la cistude les ignore totalement. Au cours de sa longue vie, elle en a vu d'autres. Le miracle des petites cistudes est de naître 2 fois. La première, quand elles sortent de l'œuf, sous la terre, dans leur nid, après plusieurs jours de bataille pour briser leur coquille. La seconde a lieu un jour de pluie, quelques semaines ou quelques mois plus tard, lorsqu'elles émergent à l'air libre. Pendant longtemps, j'ai cru que les cistudes étaient indestructibles. Elles étaient déjà là il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Elles ont traversé le temps pour arriver jusqu'à nous. Comment penser qu'elles pourraient être en danger ? Pendant longtemps, j'ai cru que parce qu'en Brenne, nous étions à l'écart du monde, nous pouvions être à l'abri des attaques contre la nature. J'ai cru que parce qu'il n'y avait pas d'autoroute, pas de ville, peu de tracteurs, peu d'habitants, j'ai cru que les oiseaux, les insectes et surtout les cistudes vivraient toujours. J'ai cru que parce que la nature était tellement plus présente en Brenne qu'ailleurs, on en prendrait soin, plus qu'ailleurs. Mais voilà.
Ici, sur cet étang, j'ai fait des photos pour un livre il y a 20 ans. Il était couvert de végétation, comme la majorité des étangs quand je suis arrivé en Brenne. Aujourd'hui, ces étangs-là, où l'on trouve encore des tapis de plantes aquatiques, sont devenus des exceptions. Les autres sont des miroirs d'eau, pleins de poissons, mais vides de végétation, vides d'insectes, vides de batraciens, vides d'oiseaux. J'étais au premier rang, et pourtant je n'ai rien vu venir, je n'ai rien pu faire. Les étangs vont mal. Ils sont mis sous respiration artificielle avec des aérateurs. J'ai le sentiment que la nature souffre, mais que personne ne l'entend. Ce que j'aimais dans la Brenne, ce couple entre l'homme et la nature, qui avait mis des siècles à s'équilibrer, est en train de se déchirer. Je le vis comme un cauchemar. À ce malaise local s'ajoutent les problèmes climatiques de la planète. On en ressent déjà les effets, en Brenne aussi. Des étangs s'évaporent complètement. Des feux éclatent. Tout n'est pas noir. Il reste quelques étangs où la nature foisonne toujours, des réserves nourricières à partir desquelles elle pourrait repartir. J'ai aussi repris espoir en regardant la nature d'un autre œil, juste derrière chez moi. J'ai posé un piège photo qui m'a dévoilé la face cachée d'une vie sauvage et nocturne dont je ne soupçonnais pas la variété. En quelques mois, j'ai vu défiler les espèces. Martre, blaireau, fouine, chat sauvage, loutre. J'ai pu en découvrir les habitudes. En marquant son territoire, cette martre interpelle les autres usagers du pont. J'ai même revu le putois, une espèce que je n'avais pas observée depuis des années. Ça m'a fait plaisir. Une nuit, il est tombé sur un ragondin. Quand certains empruntent le pont, pendant les quelques jours qui suivent, il y en a d'autres, des irréductibles, qui le refusent. L'autre raison que j'ai d'espérer, c'est d'observer à quel point la nature peut être résiliente. Je suis surpris par sa capacité à renaître quand on cesse de l'agresser. Et l'un des meilleurs exemples, en Brenne, ce sont les grues. Je leur ai consacré des centaines d'heures d'affût.
Ce sont elles, les grues, qui m'avaient poussé à voyager à mes débuts de jeune photographe. Elles passaient dans le ciel et je rêvais de les suivre, de partir sur leurs traces, vers l'Espagne à l'automne, vers la Scandinavie au printemps. Depuis leur protection, les grues sont des milliers. C'est l'un des plus beaux spectacles de nature auxquels j'ai le privilège d'assister et que j'aime partager. J'ai découvert la Brenne avec enthousiasme il y a bientôt 50 ans. Je la vois aujourd'hui qui vacille, j'observe sa nature qui dépérit. Malgré cela, j'y reste profondément attaché. De ces derniers abris de faune et de flore, la Guifette peut encore renaître, comme l'ont fait les grues. Mais attention, comme la nature, elle est fragile.